Alaikum. Donc toujours avec la capacité sur C. Donc dans la vidéo précédente, on a démontré la première implication que si le A est compact, cela implique que les bornées est fermé. Et maintenant, on va faire l'autre sens, que on va partir du fait que A est borné et fermé et on va dire que on va montrer que le A il va être compact. Alors comme j'ai dit, on ne peut pas utiliser la bornitude de A directement en utilisant, on ne peut pas plutôt utiliser le théorème de Bolzano-Weierstrass directement pour se servir de la bornitude de A et conclure directement que cette suite, il va admettre une sous-suite convergente. Donc, comme j'ai dit, je dois finalement faire un passage par le R de telle façon que si on écrit le Z sous la forme de... Qu'est-ce que j'ai fait? Si on écrit le z sous la forme de x plus iy, alors le fait, comme j'ai dit, que le z elle est borné, c'est-à-dire que son module il est majoré par le m, cela veut dire bien sûr que sa partie réelle, la valeur absolue de sa partie réelle, la valeur absolue de sa partie imaginaire, les deux ils sont majorés par le même m, bien bornés par le même m. Et donc du coup, ceci implique que ces deux ensembles, que j'ai écrit le RE de A, qui contient les parties réelles de tous les z qui appartiennent à A, et l'imaginaire de A, il contient bien sûr toutes les parties imaginaires de tous les Z qui appartiennent à A. Et bien sûr, ces deux, ils sont bornés. Donc c'est ça l'implication. On va dire que ceci implique que le RE de A et le IM de A sont bornés. Ça, c'est important. Pourquoi ça, c'est important? Parce que le fait que bien sûr que le Zn il est une suite dans A et le fait que bien sûr sa partie réelle est le RE de A est borné, donc en fait le RE de A est borné, cela veut dire que la suite Xn qui est bien sûr qui construisait, ah ça je l'ai pas, attends je m'excuse, j'ai cru que je l'ai fait. En fait c'était quoi l'idée finalement pour construire, pourquoi on construit ce RE de A et l'imaginaire de A? Parce que la suite, si on prend une suite Zn dans A quelconque, et j'écris chaque terme, bien sûr, il peut être écrit sous la forme de xn plus yn, avec bien sûr les deux suites xn et la suite yn, ils font partie, on va dire, bon, ils sont deux suites normalement, dans deux suites réelles, et le xn, elle fait partie de RE de A, et le yn, elle fait partie de l'imaginaire de A. Parce qu'en fait, tout simplement, le terme xn et yn, ils sont des parties réelles et des parties imaginaires des complexes qui appartiennent à A. Et donc, du coup, maintenant, je peux dire que le fait que le RE de A est borné, maintenant, je peux appliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass, mais sur le xn et sur le yn. D'accord? Et après, on va conclure le résultat pour le zn. Donc, puisque le RE de A est borné, donc, ceci implique que, d'après Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite qu'on va l'appeler par exemple, on va l'appeler phi de n, c'est mieux. Sous-suite de xn tel que x de phi de n, la sous-suite, il converge vers un x. D'accord? Et bien sûr, Bolzano-Weierstrass ne dit pas que ce x, il doit appartenir à A. D'accord? Donc du coup, ça uniquement, il utilise la bornitude pour dire que le A, la suite, il admet une valeur d'adhérence ou bien une sous-suite qui converge. Et de la même façon, puisque le IM de A est borné, ceci bien sûr va impliquer que également d'après Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite qu'on va l'appeler Y de phi n de la suite Yn telle que Y de phi de n, il converge vers le Y. Alors je pense pour la partie de Y, c'était pas la peine de le faire parce que je dois le faire par la suite, donc je m'excuse. Donc du coup, j'ai écrit ça pour rien. Vous allez voir pourquoi on va utiliser pour l'instant que le X. Donc c'est ce qui nous importe actuellement, c'est que la suite xn, elle admet une valeur d'adhérence, ou bien elle admet bien sûr une sous-suite qui converge. Donc du coup, le fait bien sûr qu'on a une telle sous-suite, d'accord? J'ai fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je peux construire une sous-suite de Zn à partir de ce truc de ce x de phi n. Donc du coup, la suite z de phi n qui va être x de phi n plus y de phi n, je sais très bien maintenant que la partie réelle de cette suite qui est le x de phi n, il converge vers le x. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que
Ok, je l'ai fait pour le X, je dois le faire pour le Y. Ce suite ne me suffit pas parce que, tout simplement, il a que sa partie réelle qui converge, d'accord? Sa partie imaginaire, on n'est pas sûr. Alors pour ceci, je vais créer une autre sous-suite qui va être une sous-suite de Z de phi de N. Donc il va être une sous-suite de Zn, d'accord? Donc du coup, maintenant je vais dire que, puisque la partie imaginaire, on va dire tout simplement, puisque ce Y de phi N, le terme de y de phi n, il appartient à la partie imaginaire de A, parce qu'il est logique, parce que tout il est pris finalement de A. Bien sûr, quel que soit n dans n, ceci implique, et puisque le im de A est borné, ceci va impliquer que d'après Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite de y de phi n qu'on va l'appeler par exemple y de psi de phi n, d'accord, psi rond phi de n, qui est sous-suite de y de phi n, telle que cette suite de y psi rond phi de n, il converge vers un y, d'accord. Donc très bien. Donc du coup, puisque cette suite il converge vers y, ce qui fait la sous-suite ou bien la deuxième sous-suite qui va être, bon, la sous-suite de z de phi de n qui va être tout simplement le z psi rond phi de n, qui est le x psi rond phi de n plus y psi rho phi de n. Donc ça, on sait très bien que ça converge vers y. Donc c'est bien. En fait, ça, il va converger vers x. Pourquoi? Parce que sa suite mère, qui est le y, le x de phi de n, il converge vers x. Donc s'il converge vers x, on sait très bien que toutes les sous-suites, ils convergent. Si bien sûr une suite qui converge, toutes ces suites, ils vont converger vers la même limite. D'accord? Donc dès que la suite mère, il converge vers un truc, ces sous-suites, ils sont bien sûr obligés de converger vers le même truc ou bien vers la même limite. Et ça converge vers le x, bien sûr, ceci implique que le z psi rond phi de n, il converge vers quoi? Vers le x plus iy. Et ça, bien sûr, c'est une sous-suite de z de phi de n. Mais bien sûr, ça reste une sous-suite de z de n, d'accord? Parce que ça, tout simplement, le z de psi rond phi de n, tout simplement, c'est on va dire, une sous-suite de la suite originale Zn, et bien sûr, je converge vers x plus y, d'accord? Et donc, du coup, on a trouvé que la suite, on va dire ça, c'est avec. On a trouvé la suite z psi rond phi de n, il converge vers x plus y, qui est tout simplement, finalement, une sous-suite de Zn. Maintenant, on a montré que la suite Zn, il admet une sous-suite qui converge. Maintenant, on va montrer que sa limite doit être dans A. Alors, puisque, bien sûr, la sous-suite, elle est dans A, donc, puisque finalement la sous-suite psi rond phi de n, elle est dans A pour n'importe quel n dans n, ceci bien sûr implique que, et puis bon, on n'a pas dit ça, et puisque le A est fermé, maintenant on va utiliser le fait que A est fermé. Donc quoi? Donc le fait qu'il est fermé, il contient tous ces valeurs, tous ces points d'accumulation, pardon, voilà, tous ces points d'accumulation, et ce qui fait bien sûr, il va contenir ceci va impliquer que la limite de cette sous-suite, qui est le x plus y, et y, elle va appartenir à A. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a montré? On est parti d'une suite, c'était quoi? On est parti d'une suite quelconque de A, d'accord, qui s'écrit sous la forme xn bien sûr plus yn, et on a montré qu'elle admet une sous-suite z psi rond phi de n qui converge vers un x plus y qui est dans A, ce qui fait bien sûr ça, c'est exactement la définition de compacité. Ceci implique que A est compact. D'accord? Alors voilà. Alors en fait, c'est pourquoi j'ai utilisé la notation, parce que j'écris normalement Zn, quand je veux faire une sous-suite, je fais le Znk. D'accord? Pourquoi je fais la notation phi de n? Parce que normalement, c'est la notation, on va dire, la plus précise en quelque sorte. D'accord? Et on a montré ça bien sûr dans le cours des suites, quand on a parlé des suites extraites ou bien des sous-suites, que ce phi de n qui est simplement un mapping des indices pour dire que le premier indice de la sous-suite, il va correspondre à quel indice de la suite originale, d'accord? Et pourquoi j'ai adopté cette notation, malgré elle est moins, on va dire, elle est moins simple que de faire le ZNK directement, pour créer cette sous-suite
qui va être maintenant psi de phi de n, qui est le psi rang phi de n pour dire que finalement cette sous-suite, c'est une sous-suite même de la famille, pardon, de la suite originale. D'accord? Donc j'espère que cette démonstration soit claire. Alors on va faire un autre théorème, bien sûr qu'on a fait son équivalent ou bien son analogue sur les réels. Alors là je pense que je vais tout simplement rajouter un peu. Donc ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? C'est le théorème en fait des compacts emboîtés. Donc c'est le théorème qui ressemble, ou bien qui dit que les compacts, ils partagent propriété bien sûr des intervalles emboîtés. Et c'est vrai même pour les compacts, et on va montrer que c'est vrai dans le cas de C. Donc du coup, si on a on va dire une famille Kn de 1 jusqu'à l'infini des ensembles compacts, on va garder le cas, on peut garder le cas, c'est pas grave, compact dans C, tel que, bien sûr, il y a une chaîne décroissante d'inclusion, donc du coup, le cas, commencer par bon c'est pas grave, on peut commencer par 1, par 0, le K1 qui contient K2, qui contient K3, qui contient jusqu'à l'infini. Alors donc du coup, ceci implique que leur intersection de n jusqu'à l'infini, elle n'est pas vide. Donc ce sera la même démonstration bien sûr que ce qu'on a fait sur l'analyse, sur R plutôt. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour faire ça, on va construire une suite. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque n de n étoiles, on choisit bien sûr un point bien sûr de Kn. Donc on va dire on prend un xn qui appartient à Kn. Donc comme j'ai dit pour K1, on prend x1 dans K1, x2 dans K2, etc. Donc pour chaque suite, pour chaque élément de la suite de compact, on va prendre un élément pour construire une suite des éléments de... Alors là, parce que je suis resté avec la notation de x, on va dire c'est le Zn, juste pour rappeler qu'on est dans le complexe. Donc on va choisir un Zn qui appartient à Kn. Et ce qu'on va faire, c'est que on va construire la suite de cette façon. Donc du coup, à partir de ça, on construit la suite Zn tel que le Zn appartient à Kn pour chaque n de n étoiles. Alors comme j'ai dit, bien sûr, toute la suite elle est contenue dans K1, d'accord? Donc du coup, c'est très bien que la suite Zn elle est totalement contenue dans K1 parce que comme j'ai dit, K1 c'est le plus grand ensemble qui va finalement contenir le tout. Par contre, à partir de K2, K2 va contenir tous les éléments de suite sauf le premier, d'accord, parce qu'il va être exclu, et le 3, il va contenir le tout sauf le premier et le deuxième, et ainsi de suite. Donc le fait de dire que la suite finalement, avec tous ces termes, elle est contenue dans K1, alors le fait que K1 bien sûr est compact, implique que cette suite, bien sûr, elle va admettre une valeur d'adhérence. Bien sûr, cette suite, ça implique qu'il existe un Znk, pardon, ce suite de Zn tel que le Znk il converge vers un Z bien sûr qui appartient à K. Ça c'est la définition de compacité. Donc ça on l'a montré pour K1, mais en fait comme j'ai dit dans la démonstration sur R, c'est que c'est vrai normalement pour tous les éléments pour tous les n, d'accord. Ce qu'on va faire c'est que si on prend un n0 arbitraire dans n étoiles, donc pour n'importe quel n0, donc c'est exactement la même démonstration. On sait très bien, bien sûr, que pour n0 de n étoile, on sait que les éléments Zn appartiennent à Kn0, mais pour tous les n à partir de n0. D'accord? Donc, du coup, pour tous les n qui vont à partir après le n0, ils vont tous appartenir à Kn0. C'est normal parce que tout simplement, on a une chaîne décroissante d'inclusion. Et bien sûr, tous les termes qui viennent avant, ils ne sont pas des termes de Kn0. D'accord? Donc, ce qui fait, bien sûr, pour la même chose, ça va se traduire sur la suite, c'est-à-dire que pour tous les nk qui viennent après le n0, d'accord, le znk appartient à Kn0. Donc, on va dire que Kn0 contient une infinité des termes de la sous-suite znk. D'accord? Ce qui fait finalement... alors je pense que je m'arrête là parce que la vidéo, on n'a pas le temps. Donc, du coup, on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour continuer.